Salut à toutes et à tous, les rois du sprint étaient sortis à Nevers aujourd'hui et au terme d'un drôle de finale, Søren Varenskjold, le Norvégien, s'impose au nez et à la barbe d'Olaf Koy et de Jasper Philipsen. Une étape marquée par l'improbable défaillance de Julian Alaphilippe, lâché dans une ascension de 4e catégorie par ses compagnons d'échappée. Il termine dernier de l'étape, mais qu'arrive-t-il au double champion du monde? On va se poser la question. Et pour débriefer cette 11e étape du Tour de France, j'accueille nos spécialistes, les reporters du journal L'Équipe, qui vous font vivre la course au quotidien dans leurs articles et dans ce podcast. Bonsoir Thomas Perrotto. Bonsoir Julien Chénet. Bonsoir Arnaud et bonsoir tout le monde. Et bonsoir et bienvenue à Pierre Mingeot qui fait sa première avec nous cette année, un peu notre scandinave puisque tu es habitué à suivre Jonas Vingegaard et tu suis également Søren Varenskjold d'une certaine manière. Bonsoir Pierre. Bonjour tout le monde, j'ai gagné quelques kilos entre les deux. Voilà, et bien c'est parti pour le 12e épisode de l'équipe du Tour 2026. Et comme tous les soirs avant de débattre notre traditionnel tour de table, quelle image retiendrez-vous de cette 11e étape du Tour? Julien, je me tourne vers toi. Moi, c'est les gouttes de pluie qui sont enfin tombées sur le Tour de France. Je crois qu'on n'a jamais attendu avec autant d'impatience la flotte, on va dire. Ça a donné un peu de fraîcheur sur le lieu du départ à Vichy et franchement, ça faisait du bien et il y avait des sourires à la limite pour accueillir la pluie, même s'il y avait aussi un peu de crispation à l'idée de retrouver des routes glissantes avec la crainte de chute, mais qui ne sont pas arrivées. Finalement, tout s'est bien passé. Thomas, quelle est ton image du jour? Danouleux qui se met complètement à l'arrêt dans la dernière ligne droite, alors qu'il pouvait me rapporter beaucoup de points à notre concours de pronostics interne, et je l'ai toujours en travers de la gorge. Très bien. Pierre, toi, ton image du jour? Moi, c'est une image du paddock ce matin. C'était Julien Alaphilippe qui revenait de la signature. Et tout Alaphilippe qu'il est, il n'y avait pas grand monde au paddock, donc il était tranquille, il discutait en famille, il y avait son frère. Des neveux, j'imagine. Il y avait Romain Bardet, voilà, il discutait très très tranquille. Il disait qu'il espérait revenir un peu sur ce Tour de France, se refaire. Et voilà, quand on sait ce que représente Julien Alaphilippe et le nombre de personnes qui veulent une photo, une signature, là, il était tranquille, en famille, ce qui est assez rare sur le Tour, je pense. Et on aura l'occasion de reparler de Julien Alaphilippe un petit peu plus tard. Une deuxième victoire sur les routes du Tour dans l'histoire de la formation Uno X. Le Norvégien Søren Varenskjold s'est imposé à Nevers au terme d'un sprint lancé de loin et un peu bizarre. On aura l'occasion d'y revenir. Il s'impose donc devant Olaf Koy et Jasper Philipsen. Alors forcément, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Ça reste une demi-surprise, mais il ne sort pas de nulle part. Il faut se souvenir que l'an passé, il avait terminé 3e d'une étape sur le Tour de France et il avait gagné le Het Nieuwsblad, si je raconte pas de bêtises, Pierre. Tout à fait. Il a un profil très polyvalent, classique et un peu sprint. Et excellent contre la montre, et sachant que le sprint, il le travaillait pas du tout, voire il l'avait jamais travaillé de sa carrière, c'est ce qu'il racontait l'hiver dernier. Et justement, il voulait essayer enfin cet hiver de travailler un peu le sprint parce que il a deux rêves dans la vie, gagner Paris-Roubaix et gagner une étape du Tour. Et il se disait, le moyen le plus simple de gagner une étape du Tour, c'est de travailler le sprint. Donc c'est ce qu'il a fait cet hiver et ça a payé. Ça, c'est quand même assez incroyable de savoir que ce garçon-là ne travaillait pas spécifiquement le sprint, Julien, il y a encore quelques mois, enfin ou plutôt il y a un an, on va dire. Ah oui, il a cette polyvalence naturelle. Je crois aussi qu'il vient du cyclocross. Quand on regarde son palmarès, ça fait un peu penser à Marcel Kittel qui a été champion du monde junior en chrono. Lui, il a été champion du monde espoir de chrono aussi. Et finalement, le sprint, c'est presque la discipline qui nécessite le moins de travail. Il y a une grosse part de génétique. On est explosif, on ne l'est pas. Donc, finalement, c'est pas tant un problème de commencer à travailler sur le tard et ça laisse à penser à un gros potentiel qui commence de plus en plus à exprimer. Et il n'a que 19, je crois, sa 19e victoire, la deuxième seulement au World Tour après le Nieuwsblad. Donc c'est quand même une surprise, mais bon, je pense qu'on va continuer à le découvrir. Il a 26 ans et il est amené sans doute à en gagner d'autres. Ce qui est étonnant, c'est que oui, effectivement, il ne travaille pas beaucoup le sprint, ni la force, ni la puissance, mais il a quand même gagné pas mal d'étapes au sprint. Au Tour d'Allemagne l'an dernier devant Emilien Janer et Sam Watson, il a gagné aussi à l'Étoile de Bessèges, je me rappelle aussi au Tour de Belgique. Donc c'est quelqu'un qui ne travaille pas les sprints, mais qui en fait quand même. Aujourd'hui, c'était pas son premier sprint non plus, sprint massif. Donc ça qui est assez admirable chez lui, c'est que finalement il n'est pas un sprinter, mais c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'étapes au sprint. Et si je raconte pas de bêtises, il fait 1m95, je crois, c'est un très grand gabarit. 92 kilos, c'est à peu près très beau gabarit même, on va dire. Gabarit aussi autour de cette table. Il a su se glisser dans un trou de souris pour gagner, on y reviendra. On va y revenir évidemment, mais Pierre, c'est quand même pas forcément le gabarit du sprinter typique, on va dire. Non, pas du tout, et surtout qu'il a dû s'y faire un peu tard à ce gabarit presque, parce que jusqu'à 16 ans, il était grand, mais normalement. Il a eu une puberté assez tardive, c'est qu'à 16 ans que vraiment il a pris ses centimètres et les kilos qui vont avec. Et ensuite, il était déjà bon cycliste, mais ensuite il a commencé donc à aller davantage à l'étranger pour les courses, et c'est là qu'il a découvert la montagne et qu'il s'est rendu compte sur le Tour de l'Avenir par exemple que c'était très dur d'emmener ce gabarit-là en montagne. Donc il a dû un peu
un peu travailler tout ça pour que ce physique soit pas un handicap et que finalement il soit un sprinter qui passe bien les bosses aussi. C'est ce que met en avant son équipe aujourd'hui. C'est pas juste le sprinter qui pète dès que ça monte un peu, que ça accélère un peu. Il passe assez bien la montagne pour quelqu'un de immense. Et alors la montagne justement, en plus il avait chuté hier dans la montagne. Il s'était fait un petit peu, alors chuté sans gravité, je crois, mais il s'était quand même fait un petit peu mal à la main. C'est ça qu'il. Ouais, je crois qu'il disait qu'il avait mal aux mains. Il avait 2 doigts strappés, quelque chose comme ça. Il a eu un peu mal en début d'étape et après il y pensait plus. Je me souviens d'un papier de Pierre Mingeot qui est à côté de moi où Søren Warenskjold disait qu'il était toujours meilleur après un coup d'arrêt. Alors là, on peut pas parler de coup d'arrêt de s'être fait mal au doigt, mais il y a un rebond immédiat pour lui qui confirme un peu ce qu'il faisait jusque-là dans sa carrière. Bon, et en tout cas, ça fait une deuxième victoire d'étape sur les routes du Tour pour la formation Uno X après Abrahamsen l'an passé. On se souvient du maillot jaune de Thorstein Tren il y a quelques jours de cela en début de tour qui malheureusement a dû abandonner sur chute. Il y a quelque chose avec cette formation qui est en train de se créer. C'est sa première année World Tour, si je dis pas de bêtises, à Uno X. Julien, c'est quand même une formation qui est en train de poser sa main petit à petit sur le cyclisme de plus haut niveau, quoi. Oui, et puis ils ont des profils de coureurs francs-tireurs, sprinteurs. On a l'impression qu'ils sont presque interchangeables. C'est norvégien, enfin c'est scandinave. Et ouais, je pense que beaucoup d'autres formations qui étaient Pro Tour, qui était le statut de l'équipe avant, aimeraient avoir ce palmarès-là en si peu d'éditions, participation au Tour de France. Et Pierre lève la main. Aujourd'hui, ils sont dans l'échappée surtout. Ils font un peu les 2 tableaux. C'est ce qu'on a vu de l'auto aussi l'autre jour quand Hart fait top 5 et je sais plus qui est dans l'échappée, peut-être Weistrofer sans doute. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'échappée. Charmig le plus combatif, il essaie vraiment de se battre et en plus, il gagne au sprint. Donc ils arrivent à jouer un peu ces 2 tableaux et l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai que oui, contrairement à d'autres équipes, on a l'impression il reste enfermé dans une stratégie, on va dire, unique. C'est soit le sprint, soit les échappées. Et finalement, voilà, comme tu le dis, c'est la preuve qu'on peut très bien réussir sur les 2 tableaux. Il y a une mentalité d'attaquant. C'est ce qu'on ressent, Thomas. Oui, on les voit tout le temps en tête de peloton. On les voit tout le temps à l'avant. Tout à l'heure dans le sprint, on voit Jonas Abrahamsen qui est un des mieux placés pour lancer ce sprint de très loin. Et je me souviens aussi d'un podcast qu'on avait fait il y a 2 ans et Nicolas Pertuis expliquait que Uno X était l'une des formations qui misait le plus sur la recherche et l'innovation, qui était une formation qui était partie un peu du tout bas, quoi, parce qu'il y a des formations qui ont énormément d'argent. Ils ont un budget bien plus que correct évidemment, mais c'est une formation qui bosse bien. Et en fait, quand je vois cette formation sur le Tour de France, comme je l'ai vu aussi sur le Giro, ils avaient gagné une étape avec Frédéric Devren, je sais pas si je le prononce très bien, mais quand on voit des équipes françaises à côté qui ont sensiblement le même budget mais qui ont un passé beaucoup plus important, c'est à se demander comment travaillent aussi certaines équipes françaises quand on voit que Uno X est capable de faire d'aussi beaux exploits avec des coureurs qui ne sont pas les cadors du peloton, mais qui ont réussi à travailler, à mettre en place des stratégies très utile, quoi. Et c'est une formation qu'on connaît pas très bien, il faut bien le dire aujourd'hui, en tout cas en France. C'est vrai, quand on les a vus débarquer sur le Tour de France la première fois, c'était quoi, il y a 3 ans il me semble, on se demandait un petit peu ce qu'était cette formation. Il y avait pas grand monde au bus à ce moment-là qui allait voir les coureurs le matin. Là, de plus en plus, on la connaît parce qu'il y a Thor Hushovd qui est le patron de cette formation, et que Thor Hushovd, il a longtemps couru en France, il a gagné sur le Tour de France le maillot vert. C'est un peu l'étendard de cette formation, et aujourd'hui il y a des coureurs comme Abrahamsen, Magnus Cort Nielsen aussi, qui se sont fait un nom dans le Tour de France. Et qui fait un travail formidable, donc le fameux Thor Hushovd dont tu parlais. Juste un tout petit mot là-dessus, un dernier mot. Warenskjold qui rappelait il y a quelques minutes en conférence de presse également, Pierre, que la force de cette équipe, c'était les good vibes entre guillemets, c'était les bonnes ondes. Manifestement 95% du temps ça se passe bien, ça se passe très bien, et ça aussi forcément ça aide à viser haut. Ouais, c'est toute une philosophie un peu scandinave, ce que disait Julien aussi. Tout le staff sportif est scandinave. Après il y a beaucoup d'autres nationalités dans les assistants, et voilà, ils ont plaisir à se retrouver, à vivre les choses ensemble. C'est un peu cliché, mais voilà, tout est facile. Ils ont les mêmes repères, les mêmes références, ils rigolent des mêmes choses, donc forcément. Et en plus, il y a toute une dynamique. On le dit, ils sont en première année World Tour, après une belle saison dernière. Là, ils ont déjà une victoire sur le Tour, plus 2 jours de maillot jaune avec Tren. Voilà, évidemment que ça se passe bien. Et Warenskjold, donc, qui remporte un drôle de sprint. On avait loué la beauté, si je puis dire, des sprints précédents, notamment celui de Bordeaux, où on avait apprécié voir les trains s'organiser dès les 20 km avant l'arrivée. Celui-là, il a été un petit peu bizarre, Thomas. J'ai l'impression qu'il s'est jamais vraiment lancé ce sprint. Bah oui, entre on va dire 4 km 5 et 1 km 5, le peloton était presque à l'arrêt. Enfin, à l'arrêt, je m'entends évidemment, mais il y a eu un espèce de temps mort, la route s'était réduite, pardon. On voyait des coureurs un peu devant, Alpecin qui essayait de placer Van der Poel et Philipsen. Il y avait aussi un petit train de Decathlon, Soudal qui était moins bien placé. Et en fait, tout le monde se regardait un petit peu. Il y avait un espèce de faux rythme, une grande file indienne tout à coup.
parce que là ça a basculé et en fait je crois que c'est Laurent Jalabert qui commentait, qui dit à 1 kilomètre, oulala, je crois que ça va être un sprint vraiment bizarre, on ne savait pas où était Tim Merlier, Danouleux qui était devant s'est arrêté sur le côté, Kisbol qui a fait ensuite une cassure, ça a été un sprint Qui vraiment aurait presque pu gagner lui finalement. Oui, il s'est relevé aussi parce que il a dû chercher où était Olaf Koy. Olaf Koy était juste derrière. Olaf Koy, on voit regarder où est Binyam Girmay parce qu'il était dans sa roue. Après, il voit Warren Scholl le déborder sur la droite. Il le regarde, mais il y va pas. Ça a été vraiment quelque chose de très particulier. Julien, ton analyse sur ce sprint? On a le sentiment qu'Olaf Koy fait la cassure pour Bol en disant qu'il y avait peut-être un coup à jouer et c'était pas loin de fonctionner. Après, je sais pas si c'était. Bol ne l'a pas compris a priori parce que il est devant, mais il se relève. Et il se relève. Clairement. Ouais, et Warren Skjold, là, à 500 mètres de la ligne, je crois qu'il est autour de la 12e position, il est enfermé. Et en fait, il raconte, je crois que au micro de France Télévisions, ça lui a fait penser au sprint qu'il avait gagné au Newsblad, où en fait la porte s'est ouverte un peu au dernier moment. Là, il est passé vraiment dans un trou de souris, donc avec son 1m95, 92 kg. Il frôle Oldani, le coureur de Cara Rural, et il arrive à passer. Et puis, en fait, il y a Bol qui a fait son effort et il a continué sur sa lancée, il a pu s'abriter l'espace de quelques dixièmes de seconde, mais qui ont été précieux, je pense, pour ensuite faire vraiment son effort et résister au retour des autres sprinteurs. Pierre. Au Newsblad, c'est Kubic, je crois, qui est pareil, un sprinter et qui lance très tôt, mais qui finalement lui fait le poisson pilote. Et aujourd'hui, c'est Kisbol qui fait un peu son poisson pilote. Donc les circonstances sont un peu les mêmes. Il a dit qu'il pouvait pas gagner, lui, de toute façon, un sprint normal parce que c'est pas le plus rapide du peloton parmi les sprinters, mais il sait saisir les opportunités. Oui, la seule différence, c'est que là, il portait pas de jambière aujourd'hui. Contrairement au Newsblad où il était je crois l'un des seuls du peloton à porter cet accessoire. Et le Norvégien s'impose au terme de l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour de France, mieux que les 50,36 km/h d'une étape entre Laval et Blois en 1999. Pas grand monde s'en souvient ici. Le peloton a... Si Tu t'en souviens? La vidéo cassette résumée du Tour de France où on voit Cipollini qui fait l'albatros comme ça pour demander aux coureurs de calmer le jeu tellement ça roulait vite ce jour-là. Ça a roulé donc encore plus vite aujourd'hui puisque le peloton a bouclé les 161 km à près de 51 km/h de moyenne. Alors j'ai pas la moyenne. 50,9. 50,9. Tu vois, j'étais pas. Arrondissons à 50. Alors qu'on explique un petit peu cette vitesse moyenne qui peut paraître peut-être hallucinante pour le commun des mortels, mais il y a quand même des explications pour cette vitesse moyenne, Julien. La première, c'est le vent qui était favorable, donc forcément, ça a une incidence. Donc ça veut dire vent de dos qui a poussé les coureurs et on connaît l'importance du vent. Voilà, exactement. Après, c'est parti à 100 à l'heure. Façon de parler, bien sûr, mais pour une étape qui se termine à 50. Putain, mais ça va plus vite qu'une Ferrari sur l'autoroute, c'est incroyable. Ça prend presque aussi vite les virages, hein. Mais du coup, oui, voilà, un départ effréné, une échappée qui a mis un peu de temps quand même. On a même vu Van Der Poel qui s'est mis dedans. Finalement, ils sont 4 et portés par ce vent de dos, ils ont roulé à 53 km/h. Ils ont fait 53 km dans la première heure, ça n'a jamais débranché. Et maintenant, on voit que les bras de fer entre l'échappée et le peloton, en fait, il se met en place tout de suite avec un écart limité à 1,40 et après, voilà, ça n'a jamais débranché jusqu'à la ligne. On peut revenir sur les raisons qui expliquent la vitesse. Mais... Il y a aussi le fait que les étapes de sprinters sont assez peu nombreux sur le Tour de France et qu'aujourd'hui, c'était une étape pour les sprinters et que les équipes se sont dit qu'il ne faut surtout pas que l'échappée prenne trop de champ. On ne va pas leur laisser 3-4 minutes. L'échappée, elle aurait bouclé l'étape probablement à une vitesse relativement similaire. Oui, mais du coup, quelque part, l'échappée et le peloton se sont fait accélérer l'un et l'autre, quoi. Parce qu'à un moment, je crois que c'est à 80 km de l'arrivée, l'échappée, on sent, notamment avec Anton Charmig, en remettre un petit peu. Donc derrière, c'est pareil, ça a commencé à accélérer. Donc l'un et l'autre se sont poussés et dans le final, on a vu que oui, ça allait vraiment très vite et que surtout les équipes de sprinters ne voulaient surtout pas laisser passer cette occasion. Est-ce qu'on a d'autres raisons aujourd'hui, Julien, à cette alors l'étape était relativement courte aussi, je crois 161 km aujourd'hui, donc seulement 2 bosses réparties. Celle de Laval-Blois, c'était 180, je crois, en 1999, donc pas beaucoup plus longue. Oui, et après depuis en 27 ans, le matériel a énormément évolué. On sait que les vélos sont beaucoup plus aéros. Je crois que certains parlent qu'on peut gagner entre 2, 3, 4 km/h en appliquant la même puissance sur les pédales avec les vélos actuels par rapport à ceux qui existaient le siècle dernier. Voilà, aussi les coureurs ils s'alimentent différemment. Maintenant, on conçoit un coureur comme une chaudière en fait qu'on vient
alimenté avec du glucide en fait pour qu'ils puissent soutenir un effort maximal et donc en fait ça leur permet de soutenir des intensités plus importantes. Et en tout cas, Tadej Pogačar s'est exprimé sur cette étape pas très dure, pas très longue, mais courue donc à un rythme d'enfer. Il s'est arrêté pour faire un besoin au bord de la route. Il a dû cravacher, a-t-il dit, voilà, pour rentrer dans le peloton. En tout cas, il était manifestement fier de faire partie de cette étape historique. Voilà, encore Tadej Pogačar et l'histoire. Une étape durant laquelle 4 coureurs avaient donc réussi à prendre le large. Anton Tschärmig, Nelson Oliveira, Mathis Lebert et Julian Alaphilippe, le double champion du monde dont les jambes semblent ne plus répondre depuis le début de ce Tour de France, lâché à la pédale à 37 km de l'arrivée dans la quasi-anonyme ascension de la côte de Billy-Chevannes, 4e catégorie, une défaillance loin des standards de Julian Alaphilippe. Il termine dernier de l'étape. Quelle déception pour le Français, mais j'ai envie de dire c'est un petit peu Thomas à l'image de son Tour de France. Oui, alors je te trouve un poil dur quand tu dis qu'il a plus de jambes du tout parce que la bataille pour l'échappée a été... J'ai pas dit qu'il avait plus de jambes, j'ai dit qu'elle ne répondait plus. Qu'elle ne répondait plus, mais il a quand même fait preuve était combatif quand même aujourd'hui parce que plusieurs fois on l'a vu essayer de prendre l'échappée et que pour prendre une échappée et la tenir pendant très longtemps, il fallait quand même avoir un peu de jus. Après, évidemment, je suis d'accord avec toi, le fait qu'il soit décroché comme ça dans cette côte, c'est un peu dur à voir parce que quand on connaît le palmarès de Julian Alaphilippe, quand on se rappelle de ce qu'il est capable de faire sur le Tour de France et ce qu'il faisait encore il y a pas très longtemps, c'est toujours difficile. Après, on a eu l'occasion de le dire aussi dans ce podcast les derniers jours, il est malheureusement à son niveau. C'est pas quelqu'un qui peut emmener autant de puissance maintenant qu'un Tschärmig, qu'un Jonas Abrahamsen dans le final. Donc voilà, pour Julian Alaphilippe, c'est compliqué d'exister dans ce Tour de France. Ça fait plaisir de le voir à l'avant quand même parce qu'il a fait partie de cette échappée de 4 coureurs. C'est pas donné à tout le monde, mais après ça a été compliqué effectivement. Je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'il soit devant. C'est un peu comme dans les jeux où des fois on se force, on va parler belote, mais des fois sans regarder, voilà, faut faire tourner le jeu quitte à se mettre dedans. Mais c'est comme ça, il faut se forcer. Il va plus s'améliorer en vue du Tour en étant devant et à travailler à 4 plutôt que d'attendre dans le peloton en se disant bon j'ai encore loupé l'opportunité aujourd'hui, on verra demain ou on verra après-demain. Voilà, il faut être devant, il fait des efforts qui lui serviront peut-être en 3e semaine, c'est ce qu'on lui souhaite, mais c'est plutôt quand même une bonne nouvelle malgré bien qu'il soit le premier à lâcher ensuite dans la petite côte. C'est une bonne comparaison, il va avoir valet 9 de cœur dans pas très longtemps. Julian Alaphilippe que tu as croisé après l'étape justement. Oui, on a réussi à l'intercepter le temps de 40 secondes chrono. C'est toujours 40 secondes de plus qu'hier. Oui, et puis en fait, il a eu le temps quand même de raconter qu'il se sentait en fait très bien au départ, ce qui n'était pas forcément acquis quand on l'a vu terminer hier complètement au bout du rouleau, hein, comme plein d'autres coureurs, mais lui, il a terminé à 38 minutes hier. C'est au niveau de l'équipe Tudor, on pensait plutôt qu'il irait récupérer aujourd'hui et demain. Parce que c'est 2 étapes pour sprinter et donc essayer de se refaire la cerise sur des étapes entre guillemets faciles, même si à 51 km/h c'est pas évident. Et finalement il a senti qu'il y avait une opportunité avec la pluie, le temps mais en fait très vite il a senti qu'en fait quand la chaleur est revenue durant l'étape, que ses sensations des derniers jours pas super sont revenues et puis voilà, il a dû lâcher prise. Il a vu de la famille aussi ce matin au départ, il était un peu sur ses routes d'entraînement ou de jeunesse, je sais pas, mais parce qu'on a traversé aussi l'Allier, donc c'est aussi des choses qui ne sont pas anodines et qui ont dû lui faire dire allez, je suis Julian Alaphilippe, j'ai envie d'aller devant, je suis bien aujourd'hui. Et c'est quand même si c'est voilà son niveau est très loin de ce qu'il a pu être il y a certaines années, c'est quand même assez admirable de le voir malgré tout continuer à essayer d'attaquer, essayer et il a dit de toute façon qu'il ne tente rien n'a rien. Oui. Et ça avait failli payer dans un même contexte l'année dernière. Hein. D'ailleurs, il avait terminé 3e de je sais plus quelle étape qu'avait gagné Tim Wellens, il me semble, à Carcassonne. Ouais, bien sûr. Sur la ligne. Et c'est l'espoir de Tudor qui, de ce que disait le directeur sportif hier, Adi Engels, visiblement ils n'arrivent pas à comprendre la méforme de Julian, mais ils sont dans cette espérance que peut-être la magie pourrait revenir et sur une journée, pourquoi pas faire mouche. J'ai noté une phrase que tu as écrite dans un papier à lire sur le site, un excellent papier, mais comme toujours, comme tous vos papiers à lire sur l'équipe, sur l'équipe.fr. Il me semble, il était dans le journal. Il était dans le journal également. Ben voilà, je l'ai lu sur l'appli parce que vous pouvez le lire. Je vois que tu lis le journal aussi. Mais non, mais en plus j'ai ouvert le journal, mais voilà, tu vois, je l'avais lu avant sur l'appli. Donc bref, j'ai noté une phrase, la preuve que j'ai lu donc ton papier, c'est comme s'il n'avait qu'une ou 2 cartouches. Ensuite, ses jambes s'éteignent et il est contraint de ralentir. C'est ce que disait hier son directeur sportif chez Tudor. C'est quand même terrible de dire ça. Ouais, puis c'est exactement ce qui s'est produit encore aujourd'hui. Donc c'est terrible, mais c'est aussi une forme de lucidité. Très
très encouragé quand même malgré tout au bord de la route. Alors tu disais Pierre ce matin manifestement il n'y avait pas un monde de dingue au bord de son bus, au paddock autour de son bus, mais on sent quand même qu'il y a encore, alors c'est peut-être pas la Philippe Mania qu'il y avait il y a quelques années, mais on sent qu'il y a quand même encore que c'est quand même encore un nom tout simplement pour le public. Bah déjà il y a un truc visuel, physique, c'est les liserés de champions du monde qui font quelque chose à chaque fois qu'on les voit et qui fait qu'on le repère, même quand il y a 8 Tudor qui arrivent, on voit tout de suite Alaphilippe. Et puis chaque matin, il le répète à la signature où il est le plus applaudi sur le podium. Il est heureux d'être là. Je pense qu'il a eu peur, je sais pas, mais à un moment, il a douté qu'il serait au Tour de France aussi. Donc lui, il est dans une période. Il a toujours beaucoup donné au public, mais quand on est maillot jaune, quand on est très très recherché, on est obligé de se protéger. Et là, il est un tout petit peu moins, donc il en profite aussi. Il y a un échange avec le public, évidemment, que c'est encore. Il y a Paul Sexas qui arrive, mais c'est encore, je pense, le Français le plus connu, le plus applaudi. Ouais. On imagine une montée en puissance pour Julien Alaphilippe éventuelle en vue de la fin du Tour de France. On a du mal à le croire. Ouais, mais... monter en puissance, le mot est fort, mais il y aura sur ce genre d'étape. Il y aura encore une fois où je pense qu'on le verra à l'avant et où il décidera d'en mettre beaucoup. Monter en puissance, c'est exagéré. Bon, eh bien, ça sera le mot de la fin, Thomas. Merci à toi, merci également à Pierre Mingeot d'être venu avec nous ce soir. Merci, Julien Chénet, je vous laisse filer. Moi, je vous parle tout de suite de la 12e étape du Tour de France 2026. Jeudi 16 juillet, une nouvelle étape de plein attend le peloton entre le circuit automobile de Nevers-Manicourt et Chalon-sur-Saône, un parcours de 179 km à travers les départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire. Étape de plaine, je le disais, mais avec tout de même 1800 mètres de dénivelé positif au programme et 3 difficultés de 4e catégorie à franchir. La côte de Lanty d'abord, puis la côte de Cusy, toutes les deux placées en milieu d'étape, puis la côte de Montagny-les-Buxy, placée elle à 20 km de l'arrivée, 2 km 600 à 4,3% de pente moyenne. Son franchissement sera suivi d'un final plutôt descendant et probablement très rapide. Alors est-ce que ce sera propice à d'éventuels coups à jouer dans le final pour les baroudeurs? Les sprinters se disputeront-ils encore une fois le bouquet comme mercredi à Nevers? Les jeux sont ouverts, réponse aux alentours de 17h30 et nous on se retrouvera juste après pour un nouvel épisode de l'équipe du Tour, un podcast réalisé par Mathieu Roclago à retrouver sur l'appli L'équipe et sur toutes les plateformes de podcast. À demain.